Ce soir, notre libre journal de la souveraineté aura pour thème « Une vie au service d'un combat pour une civilisation en péril ». Et ceci à propos du dernier livre de Jean-Yves Le Gallou, « Mémoires identitaires 1968-2024 », les dessous du grand basculement, publié aux éditions Via Romana. Je suis donc heureux d'accueillir Jean-Yves Le Gallou dans ce libre journal de la souveraineté. Bonsoir Jean-Yves Le Gallou. Bonsoir Michel Leblay, merci de m'accueillir. Eh bien, c'est moi qui vous remercie très vivement d'être présent et d'avoir accepté cette invitation à ce libre journal. Alors, Jean-Yves Le Gallou, vous n'êtes pas à votre premier essai, à votre premier ouvrage. Rappelons que vous avez publié Immigration, la catastrophe, que faire ? Européen d'abord, essai sur la préférence de civilisation. L'invasion de l'Europe, les chiffres du grand remplacement, publié aux éditions Via Romana. Manuel de la lutte contre la diabolisation et la société de propagande, publié à la Nouvelle Librairie. Et n'oublions pas, dont nous reparlerons d'ailleurs, La préférence nationale, réponse à l'immigration, publié en 1985 chez Albin Michel. Vous êtes aussi président de Polémia et cofondateur de l'Iliade, et puis on parlera d'autres activités. Alors, avant de commencer, je crois, chers auditeurs, que vous êtes tous au courant, nous avons un nouveau pape américain, Léon XIV, qui, par son nom, a une ascendance française, enfin du côté paternel italo-française et espagnole du côté de sa mère. Et l'échange que nous avons eu avec Jean-Yves dans les quelques minutes qui ont précédé ce livre journal, nous nous demandions si ce n'était pas la première fois qu'un pape était issu d'un pays qui n'était pas dans ses origines catholiques, puisque aux origines, les États-Unis étaient protestants, même si le catholicisme a progressé. Et il faut se rappeler que le premier président catholique aux États-Unis, c'est Robert Kennedy, John Fitzgerald Kennedy, oui. Je vous prie de m'excuser, et ce n'est pas si vieux que ça. Et Joe Biden était catholique aussi, mais c'est nouveau, donc c'est une... et le vice-président Vance est converti au catholicisme. Et puis, il a pris le nom de Léon XIV, peut-être en référence à Léon XIII, qui a aussi marqué la papauté, et notamment dans les relations avec la France républicaine. Enfin, revenons donc, c'est quand même un événement, ce 8 mai, et revenons donc à notre libre journal. Alors, Jean-Yves Le Gallou, ses mémoires identitaires, 1968-2024, c'est bien 2024, hein, je crois que j'ai fait une erreur dans les dessous du grand basculement, relatent 70 ans de votre vie, de votre entrée à l'école publique en 1954 jusqu'en 2024. Soulignons vos brillantes études qui vous ont conduit à la réussite au concours de l'ENA, après avoir été en classe de première et en terminale 2 fois lauréat au concours général. Ce que j'ai appris dans votre bibliographie, ce qui n'est quand même pas fréquent, c'est le moins qu'on puisse dire. Et vous narré la cérémonie de remise des prix. Et 2024 n'est pas la fin de vos engagements, car vous êtes toujours très présent dans l'univers intellectuel et médiatique, et nous n'en doutons pas, il y aura un jour un second tome, Jean-Yves Le Gallou. Alors, comme l'indique... Je termine en donnant rendez-vous en 2100. Mais ça ne peut être que sous forme de réincarnation en 2100. Voilà. Dans un climat réchauffé, n'oublions pas. Peut-être. Alors, comme l'indique le titre de votre livre, comme le montre votre vie, ces décennies sont celles de l'attachement le plus profond à notre pays, la France, à ce qu'elle est dans ses racines, dans son histoire. Et à travers votre entrée dans la fonction publique, votre engagement intellectuel, votre activité de militant politique, vous avez voué votre vie à la défense de ce pays, aujourd'hui si gravement menacé dans son existence. À vos côtés, votre épouse Anne-Laure, avec laquelle vous avez eu 4 fils. La France, plus que millénaire, marquée par les origines indo-européennes, fécondée par la civilisation gréco-romaine et judéo-chrétienne, avec sa personnalité propre, qui l'a portée parmi les plus grands peuples de l'histoire, est
depuis plus d'un demi-siècle, bouleversé dans sa composition, dans sa sociologie et en fait dans son être le plus profond. En 1954, année donc de votre entrée à l'école publique, Jean-Yves Le Gallou, la France, au début de ses 30 glorieuses économiques, était encore, pour nombre d'aspects, une société traditionnelle. Si l'emprise de la gauche culturelle était plus que prépondérante, elle ne diffusait pas encore dans tous les recoins de la société. 1954, il faut le rappeler, ce fut aussi la chute de Dien Bien Phu le 7 mai, la perte de l'Indochine et 8 ans plus tard, la fin de l'empire colonial avec l'indépendance de l'Algérie. Évolution inéluctable, il en fut de même pour les autres puissances européennes. Après 2 guerres mondiales, le rideau était tombé sur l'impérium européen. Et là, le grand retournement, des populations anciennement colonisées pour la plupart, appâtées par l'image de la richesse, vont venir en Europe de plus en plus nombreuses et par le fait de ce nombre, en mesure d'affirmer pour une part croissante leurs mœurs et leurs coutumes. Face à cette montée, vous rappelez dans les premières pages de votre livre les propos prémonitoires d'Enoch Powell à Birmingham le 20 avril 1968. Propos qui, à l'époque, brisèrent la carrière politique du grand espoir du Parti conservateur britannique. Et vous écrivez à la page 65 de vos mémoires, « Quant à la question de l'immigration, elle a toujours été au cœur de mes préoccupations et de mes écrits. Jalonné d'événements internationaux particulièrement importants pour les évolutions futures, 1968 fut pour la France l'année du crise majeure, à l'issue de laquelle, selon l'expression, rien ne serait plus comme avant. Ce fut le paroxysme des mouvements étudiants nés à Berkeley en octobre 1964 et qui traversèrent le monde occidental. Le mouvement se doubla dans notre pays du plus grand mouvement social de son histoire, ce qui donna à mai 68 toute son ampleur. Vous étiez étudiant à Paris en seconde année de Sciences Po, préparant le concours de l'ENA, et bien sûr à l'opposé du mouvement, et vous écrivez sur celui-ci « Fondamentalement, mai 68 est une révolution de rupture avec les permanences et les racines. Permanence culturelle, racines identitaires. À la suite commença votre engagement intellectuel, c'est le Grès, c'est le cercle Pareto, puis le club de l'horloge. Vous forgeâtes le concept de préférence nationale aussi débattu qu'essentiel. Puis vient le moment du militant politique, le Front National, le MNR, tout en poursuivant cette réflexion intellectuelle. De retour à la fonction publique, avec les vicissitudes d'un homme engagé à droite, vous avez fondé une floraison d'outils pour promouvoir cette défense de l'identité française et se dresser contre ceux dominant l'univers intellectuel et médiatique qui n'ont pour but que de l'effacer. Alors Jean-Yves Le Gallou, avant d'évoquer cette longue route intellectuelle et politique, homme de racines, peut-être quelques mots sur votre famille et ses grands-parents marqués et meurtris par ces 2 guerres où il fallait défendre la terre de France, la patrie à l'époque célébrée. Paradoxalement, moi je n'ai jamais connu la guerre, bien sûr. Nous sommes cette génération qui n'a jamais connu la guerre. Mais paradoxalement, la guerre, les guerres passées, étaient présentes dans mon enfance, à la fois du côté paternel, puisque le père de mon père était mort quelques années après sa naissance des suites de blessures reçues en 1914. Il avait été gazé en 1914 pendant la guerre de 14 et était mort d'une tuberculose quelques années plus tard. Et mon père avait été orphelin très tôt. Et sa mère a été tuée dans les bombardements de Normandie en 1944. Donc du côté de mon père, la guerre, les 2 guerres l'avaient marqué. Et mon grand-père maternel, avec qui j'ai passé beaucoup de temps, lui avait fait tout le parcours de 14, si je puis dire, depuis la première bataille de la Marne, la bataille des Éparges, la bataille de Verdun, la bataille de la Somme. Il avait fait l'intégrale du parcours et il en avait été profondément marqué. Et donc, quand je passais des vacances avec mes grands-parents, il racontait ces histoires de guerre. Et donc, j'ai été marqué indirectement par les 2 guerres mondiales,
que je n'ai pas connu et sans jamais avoir moi-même connu la guerre. Mais encore aujourd'hui, ça m'amène à une certaine réserve quand j'entends des propos guerriers, voire bellicistes. Je pense à cela. Voilà. Et vous avez raison, parce que nous sommes du même âge. Et nous avons, mes grands-parents, j'ai connu mes quatre grands-parents, et mes deux grands-pères ont fait les guerres. Et c'est vrai qu'elle était présente dans les esprits. Et nos parents ont connu l'occupation, tandis que les plus jeunes, même s'ils accèdent à la présidence de la République, ce sont des souvenirs, si j'ose dire, très éloignés et qui n'ont pas la même relation. Hein. Et je crois que la mémoire telle qu'elle est présentée aujourd'hui des deux guerres mondiales, et en particulier de la deuxième, est assez éloignée de ce que les gens qui l'ont vécu ont pu connaître. Voilà. Et je pense que ça, c'est un élément tout à fait important, même par rapport à la Première Guerre, qui est lointaine. Moi, je suis très frappé quand je vois les images ou les reportages qu'il peut y avoir, par exemple, sur Omerta, sur la guerre d'Ukraine. La guerre russo-ukrainienne rappelle un peu la guerre de 14. C'est une guerre de position. Je serais tenté de dire en pire, avec les drones qui peuvent vous poursuivre jusqu'à l'intérieur de la tranchée ou de la casemate, alors qu'en 14, il n'y avait pas encore les drones, si je puis dire. Mais c'est une guerre, là aussi, très meurtrière. Et c'est vrai que nous sommes cette génération qui n'a pas connu la guerre, qui a été élevée globalement dans l'aisance. C'est les 30 Glorieuses, avec une croissance économique exceptionnelle. Et puis, nous avons les mouvements étudiants de cette génération d'après-guerre qui a vécu globalement dans l'aisance. Et ce sont mouvements étudiants, c'est mai 68, où on brocarde la société de consommation et autres. Et vous n'êtes pas, je dirais, dans le camp des étudiants révolutionnaires, entre guillemets. Vous êtes un homme de droite. Et vous allez, après ces événements, vous engager intellectuellement. Paradoxalement, non, je ne suis pas, comme vous dites, dans le camp des révolutionnaires. Ça mériterait quelques guillemets. Mais de fait, parce que je ne suis pas dans le camp de ceux que vous appelez les révolutionnaires, je deviens un dissident. Parce que, effectivement, la génération de mai 68 a conquis ses places, entre guillemets, sur les barricades, et elle les a encore aujourd'hui. Il suffit de voir M. Cohn-Bendit, qui est toujours très présent dans les médias de grand chemin. Il a conquis ses galons en 1968. Moi, en 1968, je suis entré en dissidence et je n'en suis jamais sorti. La suite, d'ailleurs, de mai 68, c'est quand même un pouvoir médiatique très en rupture avec les traditions, et un pouvoir médiatique qui a beaucoup d'influence sur la classe politique. Je me souviens, c'est peut-être le début de la fin, dans les années 1980, les hommes du RPR et même de la droite du RPR, ce qui leur plaisait, c'était pas d'avoir un article dans le Figaro, ce qu'on peut comprendre, c'était d'avoir un article dans Libération. Voilà, c'était chic, et c'était la pénétration des idées de mai 68 ou de l'après 68 sur l'ensemble des médias, et indirectement à partir de là, sur l'ensemble de la classe politique, y compris la classe politique dite de droite à l'époque, c'est-à-dire RPR, UDF. Alors, vous allez donc vous rencontrer Yvan Blot à Sciences Po, et vous allez vous intéresser aux Grèce, et vous allez adhérer au cercle Pareto, puisque le Grèce, si j'ai bien compris, donc c'est un ensemble de cercles. Chaque cercle correspond à une entité particulière, avant de fonder le Club de l'Horloge. Ça, c'est le début de votre engagement intellectuel, alors la Nouvelle Droite. Et ça se passe non seulement après 68, mais à partir du début des années 70, on assiste justement à ce début
de critique, de contestation, de repentance par rapport au passé de la France. C'est Français, si vous saviez, c'est le chagrin et la pitié. Il y a l'affaire Touvier, donc vous Mais fûtes... honnêtement, je peux dire, un des premiers témoins de l'affaire Touvier, sans évidemment comprendre à l'époque ce qui se passe et ce qui se joue. Touvier était le chef de la milice de Lyon. Après la guerre, il a été poursuivi et en même temps protégé par certains milieux d'Action française et certains milieux catholiques. Et puis, le président Pompidou décide, pour son plus grand malheur, pas seulement pas le malheur de Pompidou, le malheur de Touvier, décide de gracier Touvier. Et Touvier rentre en France et s'installe à Chambéry. Il se trouve qu'en 1972, je suis stagiaire de l'ENA en Chambéry, et il y a quelques articles de presse, en 7e page du Dauphiné, qui disent il y a un problème quand même. L'ancien chef de la milice de Lyon, qui a été coupable de divers crimes, est installé aux Charmettes comme Jean-Jacques Rousseau. Il y a un petit émoi local et le cabinet du préfet s'en saisit et le préfet me dit Monsieur Le Gallou, préparez-moi une note pour le ministre. Bon, alors je me renseigne un petit peu. Je vois notamment le commissaire DRG qui est en contact avec les différents protagonistes, ceux qui protestent contre la présence de Touvier et Touvier lui-même. Et il m'explique, vraiment un côté un peu bonasse, comme ont parfois les commissaires aux renseignements généraux, vieille police qui a aujourd'hui un petit peu disparu. Il me dit, mais bon, en fait, les locaux s'en moquent un petit peu, mais c'est Paris qui les pousse à agir. Et donc, moi, je prépare une lettre au préfet. Je pense qu'il l'a revue. C'est ce que, avec le recul du temps, c'est ce que je lui conseillerais. Et il envoie une lettre à Paris. En vérité, le fait que les locaux ne s'inquiètent pas du sujet est évidemment beaucoup plus grave, puisqu'il y avait une opération depuis Paris, depuis les milieux du Conseil représentatif des institutions juives en particulier, qui considérait que la grâce dont Touvier avait bénéficié de la part de Pompidou était inacceptable, et c'était une remise en cause de cette grâce, et d'un certain point de vue, une volonté de remettre sur le devant de la scène les souvenirs de la Deuxième Guerre mondiale et de remettre en avant les persécutions dont les résistants ou les juifs avaient pu être victimes de la part de ceux qui avaient collaboré avec le régime de Vichy, avec les Allemands. Mais c'était une remise en avant des conflits de la guerre qui s'étaient un petit peu atténués avec le temps qui passait. Et donc, on a là une remise en avant au fond de blessures ou de fractures françaises. Ce n'est pas tout à fait indifférent d'ailleurs de voir qu'on est là en 1972, en février-mars 1972, et qu'en juillet 1972 va être votée la loi Pleven, qui limite la liberté d'expression et interdit de fait, ou va interdire de fait, la critique de l'immigration, à une époque, on l'a oublié, les années Pompidou, où il rentre 200 000 étrangers, travailleurs étrangers d'ailleurs, chaque année. Et donc, l'année 1972, est une année qui, à certains égards, comme 1968, est une année de basculement, parce qu'à partir de 1972, la liberté d'expression va être de plus en plus réduite, et la possibilité d'avoir un discours critique de l'immigration va être de plus en plus difficile. Ça, vous avez tout à fait raison, parce qu'en effet, l'objectif de la loi de 72, c'était par rapport à la Seconde Guerre mondiale, mais elle va permettre en effet de limiter toute critique de l'immigration. Et c'est très important ce que vous dites, parce qu'il entrait
200 000 immigrés par an. Et probablement le tort de l'industrie française, c'est plutôt que d'avoir robotisé et autres, c'est de faire appel à une main-d'œuvre pas chère qui s'est implantée par la suite. Et sous Giscard, nous avons eu le regroupement familial dont nous reparlerons. Voilà. Alors, si vous voulez, le regroupement familial, c'est un peu plus compliqué parce qu'effectivement, si on prend l'histoire de l'immigration, il y a une immigration de travailleurs très importante, poussée par le patronat et poussée par la présidence Pompidou pour tenir les salaires. Et donc, on fait rentrer de 69 à 74 200 000 travailleurs par an. Arrive la crise pétrolière en 1973, la croissance est cassée, et donc il est décidé d'arrêter l'immigration. Mais il y a déjà le discours humanitaire qui se met en place, et on dit, si on arrête l'immigration de travail, il faut quand même prendre des mesures compensatoires. Et comme mesure compensatoire, on prend le regroupement familial. C'est le décret du gouvernement Chirac, Giscard étant président, qui prévoit le regroupement familial. On verra très rapidement que c'est une mauvaise idée. Et le gouvernement de Barre, toujours chez Giscard, prendra un décret d'interdiction, d'arrêt du regroupement familial. Et c'est ce décret qui va être cassé par le Conseil d'État. Et si je fais le bilan de la décennie 1970-1980, je pourrais dire qu'elle est marquée par 2 coups d'État. 2 coups d'État qui passent à l'époque totalement inaperçus et que moi-même je ne vois pas. Je le vois avec le recul du temps. C'est l'avantage de ces mémoires, c'est de réfléchir sur ce qui s'est passé. 2 coups d'État. En 1971, le Conseil constitutionnel accapare le contrôle du contenu des lois. Et en 1978, le Conseil d'État, interprétant à sa manière des textes internationaux, décide de casser les décrets interdisant le regroupement familial. Et la principale décision immigrationniste qui continue d'avoir encore effet aujourd'hui, ce n'est pas le gouvernement qui l'a pris, c'est le Conseil d'État. Alors, c'est toute la question du gouvernement des juges sur laquelle nous reviendrons, parce que c'est fondamental dans l'évolution de la politique et du droit dans notre pays. Peut-être que nous ferons allusion à l'article de Pierre Rosanvallon dans Le Monde le 12 avril dernier, parce qu'il est édifiant et nous y reviendrons. Mais donc, il y a ces éléments de contexte et vous vous engagez au Grèce, la nouvelle droite. Alors, que représenterait la nouvelle droite pour l'époque? Parce que si on dit nouvelle droite, c'est que c'est un souffle nouveau et nous verrons que il a commencé ce mouvement s'est diffusé dans les années 60. La nouvelle droite, à l'époque, est incarnée par un mouvement, le GRES, le groupement de recherche et d'études pour la civilisation européenne, et 2 revues, Nouvelle École et Éléments, qui continuent d'ailleurs d'exister aujourd'hui. C'est une volonté d'intervenir dans le débat de fond, de ne pas intervenir dans le débat électoral, mais d'intervenir dans le débat de fond. Et je crois que l'intervention qui se fait dans ces années-là, dans les années de fond, se fait sur 2 thématiques absolument majeures. L'hérédité et l'héritage. L'hérédité, c'est-à-dire la volonté de mettre en avant tout simplement les faits, à savoir que les hommes et les femmes sont d'abord déterminés par leur hérédité et que c'est la génétique qui détermine les différences entre les hommes et les femmes, n'en déplaise aux wokistes, et que c'est aussi la génétique qui détermine les différences entre les différentes populations. Et donc, de ce point de vue-là, c'est un sujet essentiel, et c'est même la base de la critique de l'égalitarisme, que de dire que les hommes naissent en quelque sorte inégaux en fonction de leurs différences génétiques, si ce n'est inégaux, puisque ça suppose un jugement de valeur, à tout le moins différents par leurs capacités, par leurs orientations. Voilà. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est l'héritage.
Le Grèce, qui porte en son nom la civilisation européenne, s'intéresse à l'héritage européen, l'héritage grec, l'héritage latin, mais aussi l'héritage celte ou l'héritage germanique. Et il s'intéresse aussi à l'héritage européen de manière plus globale, en contribuant à faire connaître les travaux absolument fondamentaux de Georges Dumézil sur les Indo-Européens, qui montrent la parenté des peuples européens, à la fois s'agissant des langues qu'ils partagent, qui sont toutes issues d'un rameau commun, et de la vision du monde, de l'organisation sociale. Donc, le Grèce de ces années-là, la nouvelle droite de ces années-là, pose deux jalons fondamentaux qui sont l'hérédité et l'héritage. Deux jalons qu'on ne cesse depuis de culpabiliser et d'interdire, puisqu'on nie les différences entre les hommes et les femmes, qu'on nie les différences entre les peuples, et qu'on explique que tout ça va fonctionner dans un grand melting pot. On voit d'ailleurs comment ça fonctionne concrètement dans les quartiers, dans les écoles, dans les rues et à la suite des manifestations sportives, mais c'est le dogme dominant. Et on remplace l'héritage par la repentance, c'est-à-dire une vision culpabilisante de l'histoire. Mais les deux piliers qui me paraissent essentiels aujourd'hui, d'une affirmation au monde, sont la prise de conscience des réalités de l'hérédité et des réalités de l'héritage. Alors, c'est très important, vous parlez d'héritage, et ces derniers jours, il y a 5 articles qui sont sortis dans Le Monde voulant supprimer l'héritage, alors au sens matériel du terme, mais n'en doutons pas, derrière, il y a une idéologie, c'est-à-dire qu'à travers la suppression de l'héritage matériel, c'est l'héritage en tant que tel, en tant que racine, en tant que culture, avec sa volonté de l'éliminer. L'individu, finalement, étant atome parmi les atomes dans l'ensemble des humains. Je crois que c'est la vision. Alors, donc, il y a le Grèce, et puis vous êtes élève à l'École nationale d'administration, et c'est la fondation du Club de l'horloge. Là aussi, c'est une étape très importante pour cette pensée d'une jeunesse, finalement, qui est celle de l'après-guerre et qui est en opposition avec le mouvement, qui, je ne dis pas majoritaire, mais le mouvement dominant formé par les étudiants. Oui, alors l'idée du Club de l'horloge, qui au départ regroupe un certain nombre de camarades, dont beaucoup viennent du Grèce, pas tous, mais beaucoup viennent du Grèce. L'idée du Club de l'horloge, c'est d'être un club politique, un club d'influence politique, qui va essayer de tirer vers des positions nationales, conservatrices, identitaires. La droite de gouvernement, les partis de l'époque, c'est le RPA et l'UDF, et l'objectif, c'est plutôt de les influencer dans ce sens-là. Ce qui est une tâche, finalement, extrêmement difficile, parce que la pente naturelle, c'est d'aller vers la gauche, vers là où les médias attirent. Et il y a déjà, dès cette époque-là, une référence vis-à-vis de ce que peuvent penser les médias de gauche, voire d'extrême gauche, révérence dans les partis dits de droite. À un moment, Valéry Giscard d'Estaing évoque le libéralisme avancé, qui est un petit peu un pas dans cette direction. Nous, au Club de l'horloge, nous essayons de tirer avec des succès... certains succès. Certains succès et quand même beaucoup de difficultés. Nous essayons de tirer dans l'autre sens. Alors, vous parlez en fait d'un monde politique tiré vers la gauche. On est toujours finalement, d'une certaine manière, à cette époque, dans la vision d'Albert Thibaudet, 1932, l'histoire des idées politiques en France, le sinistrisme, c'est-à-dire qu'on est toujours, une formation politique est toujours dépassée sur sa gauche. Et ça date de 1932, cette pensée, et elle perdure encore à cette époque, et vise peut-être plus largement, d'ailleurs, le monde intellectuel encore, qui est presque hégémonique à gauche. Oui, le monde intellectuel est presque hégémonique à gauche, mais malgré tout,
on tolère une autre expression. Moi, il y a une chose qui me frappe quand même. Jusqu'en 1991, je pouvais publier des tribunes libres dans le monde, y compris en 1991, quand j'étais élu du Front National, il y avait encore un minimum d'ouverture. Aujourd'hui, c'est une fermeture absolue. Et d'ailleurs, c'est assez amusant parce qu'un jour, j'avais envoyé, je crois que c'est en 91 ou 92, voilà, y compris après ce qu'on a appelé l'affaire du détail, y compris après Carpentras, j'avais envoyé un papier au Monde, et comme il ne passait pas, j'appelle mon correspondant, ou ma correspondante, je ne me souviens plus exactement, je lui dis pourquoi vous voulez passer pas le papier? Et on me répond non, c'est fini, on a décidé de ne plus passer ce type de papier. Tac. Marqué. Voilà. Bon, oui. Mais ça, si vous voulez, ça veut dire que pendant très longtemps, il y avait quand même, y compris dans ces médias, il y avait une ouverture. On avait une tendance dominante, mais on acceptait une certaine ouverture. Aujourd'hui, c'est différent. Vous avez une pression de la gauche pour interdire qu'il y ait des gens de droite invités dans des médias de droite. C'est quand même absolument incroyable, quoi. Ça, nous y reviendrons aussi, mais là, c'est là où les choses ont bougé. Alors, vous dites très bien, parce qu'il y avait une forme d'ouverture, de liberté d'expression, puisque la nouvelle droite, finalement, s'implante au Figaro Magazine. Alors, la nouvelle droite s'implante au Figaro Magazine, elle crée le Figaro Magazine. C'est-à-dire que le premier supplément du dimanche d'un journal, c'est le Figaro Magazine, qui est effectivement créé par les gens de la nouvelle droite, à l'époque où Hersan est le propriétaire, Hersan le papivore, et des gens de la nouvelle droite, avec Louis Powell, Alain de Benoît, et en gros l'équipe du Grèce. Jean-Claude Vallat aussi. Jean-Claude Vallat, c'est un grand succès, puisqu'ils partent de rien, et ils vont monter jusqu'à 800 000 lecteurs, avant d'être abattus, flingués par des campagnes de diabolisation et par la menace de la coupure publicitaire. Alors ça, c'est l'été 79. C'est l'été 79. Et il y a un autre événement qui va être extrêmement important, c'est 1980, l'attentat de la rue Copernic. Oui. Et dont on pouvait se douter dès le début d'ailleurs qu'il avait certaines origines, et il est attribué, si j'ose dire, entre guillemets, à l'extrême droite, et se déclenche toute une campagne à ce moment-là. Alors, l'attentat de la rue Copernic, donc rappelons ce que c'est, c'est une bombe qui explose rue Copernic, à proximité de la synagogue, à l'heure de sortie, et qui tue plusieurs personnes. Donc il y a un émoi important, c'est normal, c'est le premier attentat de ce type qui vise des juifs depuis la guerre, donc il y a un émoi tout à fait important. Simplement, l'émoi est tout à fait dirigé contre ce qu'ils appellent l'extrême droite, la nouvelle droite, et il y a une campagne de diabolisation qui est menée, avec des déclarations de Bernard-Henri Lévy disant que c'est le climat qui a été créé par le Figaro Magazine qui a pu permettre l'attentat. Et il y a des campagnes, plus largement d'ailleurs, sur le thème Giscard, Bonnet, complice. Et c'est une opération à double détente qui vise d'un côté à éliminer au fond, un courant intellectuel qui prenait une place de plus en plus importante dans le paysage politique français, qui est le courant de la nouvelle droite, mais qui vise aussi à éliminer Giscard dans la compétition de 1981, en le coupant d'une partie de l'électorat juif et des personnes d'influence de ce courant. Donc il y a une double opération, une opération idéologique, une opération politique, qui réussit d'ailleurs, il faut bien le dire parfaitement, puisque Giscard est battu, c'est peut-être pas la seule cause, mais c'est une des causes, et le Figaro Magazine est purgé, épuré. Donc voilà,
Bon, on sait aujourd'hui, on savait déjà à l'époque en Oui. réalité, mais on sait aujourd'hui que c'est un attentat qui est venu du Proche-Orient, De mouvements et l'affaire palestiniens. est toujours, Oui, oui, je puisque dirais, il, toujours il- pendante. il est Voilà. le responsable supposé est au Canada. Oui. Mais ce qui interpelle, c'est le manque de vision de certains à ce moment-là. Parce que le terrorisme venu du Proche-Orient va se propager, le terrorisme palestinien, le terrorisme islamique, et il y a une forme d'aveuglement. On réduit ça à presque une affaire locale, et alors qu'il y a une dimension Oui, internationale. mais alors il faut dire que quand il y a une campagne, quand il y a un événement à forte charge émotionnelle, et que tous les médias au même moment amènent une réponse irrationnelle et émotionnelle, c'est extrêmement difficile de Mm. s'opposer à ça. C'est comme arrêter une avalanche. Vous n'arrêtez pas une avalanche. Oui, Elle glisse, elle vous emporte. Et là, dans le délire émotionnel, eh bien, il y a eu à la fois l'élimination de la nouvelle droite du Figaro Magazine et un coup dur, c'est pas le seul, mais un coup dur porté à la campagne de Valéry Giscard d'Estaing, préparant l'élection de François Mitterrand. Alors, Jean-Yves Le Gallou, vous venez prononcer le terme avalanche. Et nous avons décrit votre parcours intellectuel, mais aussi vous avez une activité physique qui est non seulement sportive, mais qui repose sur la prise de risque et le risque extrême. Et c'est, je dirais, très important, je dirais, dans la connaissance de votre personnalité. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un qui, physiquement et intellectuellement, s'est formé à l'adversité. Et c'est fondamental dans votre... Oui, alors j'ai beaucoup pratiqué la montagne l'été. D'ailleurs, je cite l'avalanche, mais l'avalanche, c'est plutôt un phénomène qu'on connaît l'hiver, qui peut arriver vous avez l'été. quelques Mais passages. l'été, c'est plutôt les avalanches de pierre. Donc C'est j'ai ça, connu oui. quelques avalanches de pierre, mais pas vraiment d'avalanches de neige, puisque j'ai pratiqué la montagne l'été, l'alpinisme. Et donc l'alpinisme, ça consiste à aller dans des endroits non sécurisés. Voilà. Il n'y a pas de sécurité absolue. Si vous montez sur une montagne, il y a des parcours qui peuvent être relativement sécurisés dans des falaises, mais c'est jamais totalement sécurisé. Et en tout cas, l'alpinisme proprement dit, si vous allez dans n'importe quel 4000 des Alpes, même pas forcément difficile, il y a forcément des risques qui ne sont pas réductibles à zéro, qu'on peut limiter. C'est plus dangereux Mais que la course à pied. c'est plus dangereux que la course à pied, absolument. Voilà. Et non, Il y a un aléa, si vous voulez. Oui. Une chose que la société actuelle ne supporte plus, c'est l'aléa. J'ai d'ailleurs, je ne sais pas si je cite l'anecdote dans le livre, mais j'ai été très, très choqué par certains procès faits à des guides, par exemple, les guides de montagne. Oui, vous le dites dans votre livre. Oui. Le guide de montagne, effectivement, il emmène des clients dans des endroits dangereux et il essaye de les ramener vivants après avoir atteint l'objectif. Mais il peut y avoir des aléas. Et il y a eu un jugement que je trouve absolument extraordinaire. Il y avait eu, si vous voulez, dans une course en montagne, le guide avait ce qu'on appelle vaché ses clients sur un béquet. Un béquet, c'est une protubérance de pierre. Donc, il avait passé la corde autour du béquet. Il avait assuré ses clients autour du béquet. Puis, il avait continué en attendant de les faire venir. Et le béquet avait lâché. Et donc, les clients s'étaient retrouvés par terre. Et le guide avait été poursuivi. Et il a été condamné puisque les juges ont dit que le guide était le gardien du rocher. C'est le gardien du rocher. Or, le rocher, il obéit à la géologie. C'est la géologie qui fait que le rocher tient et puis qu'à un moment donné, le rocher part, ça s'appelle l'érosion. Eh bien, pour un juge, ça n'existe pas. Moi, j'ai discuté une fois d'ailleurs dans les professionnels, j'avais rencontré des juges à la chancellerie. J'avais essayé de leur expliquer l'aléa.
Et il ne comprenait pas. J'avais expliqué l'aléa. Vous voyez, là, on vient aux avalanches. Si vous avez une menace d'avalanche sur un village, vous avez 2 solutions. Vous avez la solution qui consiste à confiner les gens dans le village et la solution qui consiste à évacuer les gens du village. Et donc, en fonction des prévisions météorologiques, du risque que vous prenez la décision de confinement ou la décision d'évacuation. Vous prenez la décision de confinement ou d'évacuation, vous allez prendre la décision qui, à 80%, va vous paraître la meilleure. Mais il y a un aléa. Il y a un aléa qui est le 20%. Et donc, le juge, il arrive l'homme qui décide, qui peut être le préfet ou le maire, l'homme, il décide avant. Il a les éléments d'appréciation, il fait un choix. Si ça ne se passe pas de la manière la plus probable et que ça se passe mal, le juge arrive après et va dire écoutez, il fallait confiner, il ne fallait pas évacuer. Ou il va dire il ne fallait pas évacuer, il fallait confiner. Évidemment, il voit après. Et j'ai essayé d'expliquer ça, l'aléa, j'ai expliqué ça à des magistrats. Ce n'était pas du tout un jugement. Je les voyais en tant que hauts fonctionnaires au ministère de l'Intérieur, c'était hauts fonctionnaires au ministère de la Justice. Mais ils ne comprenaient pas. L'aléa, ils ne comprenaient pas. Voilà. Alors, et je pense que dans beaucoup de domaines, la justice, c'est le problème de la justice. On voit après. Monsieur, vous avez tiré sur la personne qui vous cambriolait, mais rien ne vous prouve qu'elle vous aurait fait du mal. A posteriori, toujours facile. Jean-Yves Le Gallou, ça n'illustre pas toute la dérive de la justice, en ce sens que il est probable qu'auparavant, il y a quelques décennies, le juge ne se prononçait pas de la même façon. Et donc là, ce que vous dites, ce n'est pas une anecdote par rapport, je dirais, au thème de notre émission, c'est tout à fait dans le sens, c'est-à-dire que le juge s'improvise, si j'ose dire, comme l'omniscient et l'omnipuissant, qui, je dirais, sans connaître la réalité des problèmes, et je pense notamment à l'action des forces de l'ordre sur le terrain, le juge voit ça avec le recul et avec aussi une empreinte idéologique. Oui, mais je crois surtout, si vous voulez, que le juge, pour moi, le juge, c'est quelqu'un qui est derrière un bureau. Voilà. Et c'est quelqu'un qui est derrière un bureau qui juge des gens qui sont sur le terrain. C'est particulièrement vrai pour les policiers. Policier sur le terrain, il faut agir dans l'instant. Le policier, mais ça peut être, je veux dire, le juge, il peut aussi juger un médecin, il peut juger un professionnel de sport, il peut juger des tas de gens. Lui, il a 2 avantages. 1, il est tranquillou dans le bureau. Et 2, il juge après. Oui. Donc après, il sait ce qui s'est passé. Il ne sait pas ce qui aurait pu se passer. Il ne sait pas, il n'est pas dans le moment où il faut décider entre A et B ou C. On ne sait pas forcément quelle est la meilleure décision. Alors, les juges vous diront, ils interviennent dans des domaines de plus en plus vastes, ils se mêlent de plus en plus de choses. Et mais non, ce n'est pas nous. Ce sont j'allais dire les patients, non, les justiciables qui s'adressent à nous. Mais les justiciables s'adressent de plus en plus à la justice parce que la justice intervient de plus en plus. Exactement. Et donc, c'est eux-mêmes qui entretiennent le développement des affaires judiciaires tout en n'étant pas capables de les traiter puisque le nombre n'a pas suivi. C'est-à-dire que l'emprise de la justice sur le pays s'est considérablement étendue, sans d'ailleurs que les moyens de la justice aient suivi à proportion. Les avocats, leur nombre a été multiplié par 3, pas les juges. Alors il y a 2 problèmes. Il y a le problème des moyens, et puis il y a le problème de l'orientation. Nous reviendrons sur le gouvernement des juges. Parce que, donc, la décennie 70 se termine, 1980, l'affaire de la rue Copernic, 1981, l'élection de François Mitterrand. Et là, la question de l'immigration va prendre toute son ampleur. Il y a la création d'SOS Racisme, mais il y a à l'automne 81 les émeutes des Minguettes. Et donc, c'est là où, je dirais, tout le problème de l'immigration va prendre une ampleur et que les immigrés, potentiellement, d'une certaine manière, parce que c'est la création peuvent devenir une force électorale. C'est un peu ça, finalement, derrière ce qu'il y a dans
la création des SOS Racisme notamment. Alors, il y a derrière la création de SOS Racisme, il y a à partir des années 82-83 une offre électorale autour de la question de l'immigration qui est créée par Jean-Marie Le Pen et avant Jean-Marie Le Pen, en fait, par Jean-Pierre Stirbois, puisque le premier homme, qui était le secrétaire général du Front National à l'époque, le premier homme qui mène des campagnes électorales sur le thème de l'immigration, avec des campagnes assez musclées, on va dire, des thématiques assez fortes, c'est Jean-Pierre Stirbois qui fait ça à Dreux pour des élections départementales, puis législatives, puis municipales. Et en 1983, il y a la percée du Front National à Dreux et à Paris. Et donc, la question de l'immigration apparaît dans le champ électoral. Et Mitterrand va la reprendre à sa manière en créant avec Julien Drey et quelques autres SOS Racisme. Alors, nous allons passer un bobino. Vous aimez Radio Courtoisie, mais vous n'avez jamais donné, même pas 5 €? Arrêtez de laisser payer les autres à votre place. Faites un don maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Et vous verrez, vous vous sentirez mieux. Merci Stéphane. J'ai 2 messages d'auditeurs. Un message qui n'est pas lié à l'émission, un auditeur qui nous dit qu'il y aurait eu des incidents par rapport au président de la République lors de la commémoration de la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais nous n'avons pas d'informations sur le sujet. Et un autre auditeur que nous remercions. Tout d'abord, merci pour cette émission. La tradition des invités percutants se poursuit. Jean-Yves Le Gallou, vous voyez, vous êtes à l'honneur. Un écart et un encart, si vous le permettez, durant une émission. Alors, je ne porterai pas de jugement sur une autre émission parce que je n'ai pas écouté. Alors, donc, nous entrons dans cette décennie 80. Et en effet, 1983, au municipal et à Dreux notamment, c'est l'émergence du Front National en tant que force politique, puisque en 1974, lors de la première élection présidentielle, Jean-Marie Le Pen réunit 0,75% des suffrages exprimés. Aux élections législatives de 1978, 0,75%. Et en 1981, comme les conditions pour se présenter ont changé, il ne peut pas se présenter. Donc, le Front National est en 1981 un mouvement presque marginal, sans le critiquer. Et puis, François Mitterrand est élu en 1981 et en 1983, ce sont les élections municipales et Dreux. Oui. Avec Jean-Pierre Stirbois. Alors, je crois vraiment que si on est tout à fait honnête du point de vue historique, Jean-Pierre Stirbois a, en quelque sorte, inventé le thème de l'immigration dans une campagne électorale. C'est lui qui a développé les premiers thèmes. Il faut dire que dans la perspective de l'après-80, il y a une très forte réaction, en quelque sorte, du peuple de droite, qui aboutit à une droitisation provisoire du RPR et de l'UDF, et qui contribue à l'émergence du Front National, à la fois aux élections municipales de 1983 et ensuite aux élections européennes de 1984, parce que la tête de liste, qui est à l'époque Simone Veil, est décalée à gauche par rapport à l'évolution plutôt droitière de l'électorat et crée donc une place à droite qui est occupée assez brillamment, il faut le dire, par Jean-Marie Le Pen à ce moment-là. Alors, donc, l'immigration devient un thème politique, oui. Alors que dans les années 70, vous rencontrez, je crois, Raymond Marcellin, et qui vous dit surtout ne parlez pas d'immigration. Oui. Alors, nous rencontrons Raymond Marcellin, a été le ministre de l'Intérieur, réputé à poigne, de 1968, d'après 1968, il est ministre de l'Intérieur pendant 5 ans. Mai. Il reste jusqu'en 74. Il est un ministre de l'Intérieur à poigne. Puis il quitte le ministère et il se trouve qu'on le rencontre, nous,
au Club de l'Horloge dans les années en 1975. Et il nous donne un certain nombre de bons conseils, dont ce conseil ne parlait pas d'immigration. Il est assez bien placé pour donner ce conseil, puisque lui-même a été l'un des premiers à avoir tenté de réduire un peu l'immigration, et il s'est fait taper sur les doigts par les médias. Et lui-même, comme ministre de l'Intérieur, a dissous en 1973 Ordre Nouveau, après qu'ils aient organisé une manifestation contre l'immigration sauvage, manifestation attaquée violemment par l'extrême gauche et la LCR, et Marcellin avait dissous les uns et les autres, c'est évidemment les Faussonnettes. Et donc Marcellin était assez bien placé pour nous donner ce conseil, surtout ne parlez pas d'immigration, nous en avons parlé, et je crois que nous avons eu raison d'en parler, parce que c'est aujourd'hui le sujet central, et depuis 40 ans, c'est le sujet, l'un des sujets les plus importants, et sans doute le sujet le plus important que la France ait connu, parce que c'est ce qui explique très largement, pas uniquement, mais très largement, le bouleversement que nous connaissons. Oui, c'est fondamental dans ce bouleversement, incontestablement. Alors, vous allez engager une activité politique dans la décennie 80, mais vous poursuivez cette activité intellectuelle et comme nous le rappelions dans l'introduction, en 1985, vous publiez La préférence nationale, réponse à l'immigration. Et à cette occasion, vous rencontrez Alain Peyrefitte dans les locaux du Figaro. Oui, absolument. Alors, Alain Peyrefitte, c'est un monument. C'est le mémorialiste du général de Gaulle, ça a été le ministre de la Recherche du général de Gaulle, c'est un académicien français, c'est un monument. C'est un monument et il est président du comité éditorial du Figaro. Il me reçoit longuement pour parler de mon livre. Je lui développe mes thèses sur les risques de l'immigration par rapport à l'islam, par rapport aux conflits ethniques, par rapport aux coûts. Je lui expose aussi ce qui me paraît la solution, à savoir la mise en œuvre d'une politique de préférence nationale qui réserve un certain nombre d'avantages d'allocation aux ressortissants nationaux et qui donc limite l'appel d'air. Bon. Et il reprend tout ça tranquillement et il me dit oui, vous avez raison, c'est ce qu'il faudra faire. Et puis il laisse un temps de suspens et c'est ce que nous ne ferons pas. Nous ne ferons pas parce que la partie centriste de notre majorité ne voudra pas, Madame Veil ne voudra pas, et donc c'est ce qu'il faudrait faire, et c'est ce que nous ne ferons pas. Lui-même va être candidat RPR en Seine-et-Marne, il connaît la musique à Provins. Lui-même d'ailleurs, en 1980-81, avait présenté le projet de loi Sécurité et Liberté, qui était le dernier projet de loi sécuritaire avant l'effondrement badinterien, et il nous dit nous ne le ferons pas, et j'en tire la conclusion, c'est pas la seule raison d'ailleurs, mais c'est une des raisons qui me conduit à tirer la conclusion que le RPR et l'UDF ne feront rien. D'ailleurs, je dois dire que je n'ai pas été démenti au cours des 40 dernières années, et donc je décide de passer au Front National. Alors, votre première expérience politique, si j'ose dire, en la matière, ce sont les élections municipales d'Antony. Oui, alors qui sont, elles, faites sous l'étiquette RPR-UDF, oui. Et donc, sous l'étiquette RPR-UDF, mais ces élections, les premières élections sont annulées. Oui. Hein. Vous, donc, il y a une nouvelles élections qui sont organisées, sachant que la municipalité est communiste et avec quelques arrangements au niveau des urnes lors des élections, si je comprends bien. Mais les élections étant annulées, la municipalité communiste sortante n'a plus prise sur l'organisation des élections. Et il s'avère que la liste dont vous faites partie gagne ces élections et vous avez un poste d'adjoint à la culture. Oui. Et donc, d'ailleurs, par rapport à cette fonction, vous vous montrez, vous réagissez de manière différente, c'est-à-dire vous montrez tout à fait tolérant avec une personne et beaucoup moins avec une autre parce qu'elle ne correspondait pas du tout aux critères demandés.
il faut faire la part du feu. Je crois que dans un exercice de pouvoir, il y a les gens qu'il faut mettre de côté et les gens avec qui il faut coopérer. Alors, si vous voulez, là aussi où cette expérience est très frappante, j'essaye de monter avec un certain nombre d'artistes comme Aude de Kéros, qu'on connaît bien à Radio Courtoisie, un certain nombre d'élus, d'adjoints à la culture et de maires, comme le maire de Saumur et le maire de Brest à l'époque, une association des élus pour la liberté de la culture, avec comme objectif de faire circuler entre mairies de droite des expositions, des pièces de théâtre, des fêtes, et donc de créer un réseau d'élus de droite faisant vivre des artistes ou des producteurs de spectacles de droite. Et donc c'est quelque chose à laquelle, à l'époque, j'attache pas mal d'importance. La gauche aussi, d'ailleurs, parce qu'il y a un tir de barrage avec des articles dans Libération, en particulier un grand article, pratiquement une double page dans Le Monde, dénonçant les nouveaux Chouans. Donc il s'agit d'une opération médiatique de démolition. Et après l'article du Monde, l'appareil RPR débranche l'opération. On ne peut pas affronter le pouvoir culturel de gauche, on débranche l'opération. Et donc, si vous voulez, pourquoi j'ai quitté le RPR il y a 40 ans, et pourquoi je reste sceptique aujourd'hui vis-à-vis de tout ce qui vient de LR, c'est que j'ai vu que sur deux questions centrales, qui étaient les politiques culturelles et l'immigration, eh bien, ils étaient incapables de résister face à la moindre pression de la gauche. Alors, sachant que depuis lors, si j'ose dire, les sociologies de l'électorat a évolué, c'est que à l'époque, la droite dite de gouvernement, RPR, UDF, était dominante par rapport à la droite, et le Front National oscillait entre 10 et 15%. Oui, aujourd'hui, le Front National, alors bien entendu, ce sont des sondages, mais était entre 35 et 40%, et que le candidat possible des Républicains, le mieux placé, serait à 10%. Donc, oui, parce que, si vous voulez, les électeurs, en gros, ont mis 40 ans à comprendre que ces gens-là étaient capables de parler, mais pas d'agir. Voilà. Et c'est pour ça, à mon avis, c'est le problème de Wauquiez ou de Retailleau aujourd'hui, qui disent des choses qu'on peut trouver pas mal, mais il y a un doute très sérieux sur leur capacité à faire le dixième du quart de ce qui serait nécessaire. Ce que je peux comprendre d'ailleurs, parce que pour faire ce qui est nécessaire, et non pas le dixième du quart de ce qui est nécessaire, il faut renverser la dictature des juges constitutionnels, juges du Conseil d'État, juges administratifs et accessoirement juges judiciaires. Voilà. Et donc, si on ne fait pas ça, on ne fera rien. Et je dois dire, là, vous voyez, on se projette sur 2027. Quel que soit le candidat ou la candidate élue en 2027, s'il n'est pas élu en ayant obtenu du peuple le mandat de changer la Constitution pour reprendre le pouvoir sur les juges, en particulier dans deux domaines essentiels, à savoir l'immigration et la sécurité, quel que soit son nom et quelle que soit l'origine de son parti, il ne fera pas grand-chose. Alors justement, Jean-Yves Le Gallou, nous reviendrons aux périodes passées, mais en ce domaine, en effet, vous dites très bien, s'il n'a pas un mandat clair des électeurs. Alors, la Constitution, en effet, ne permet pas au président de la République de proposer un référendum directement réformant la Constitution. Mais en 1962, le général de Gaulle, pour réformer la Constitution, comme en 1969, il a recouru à l'article 11, contraire à la lettre de la Constitution. Et donc, si un candidat à l'élection présidentielle, disant lors de son élection, lors de sa campagne, voilà, si je suis élu,
je soumettrai un référendum aux Français pour modifier la Constitution et permettre d'y introduire un certain nombre de dispositions, notamment limitant le pouvoir des juges et permettant notamment lutter contre l'immigration ou l'insécurité, il y aura une légitimité populaire et est-ce que les juges pourraient s'y opposer ? Je pense qu'il tenterait de le faire. Enfin, en tout cas, c'est ce que M. Fabius a dit à différentes reprises. De toute façon, est-ce que M. Debray, quand il est prédécesseur de M. Fabius, Jean-Louis, président du Conseil constitutionnel à l'époque, disait ce que les élus disent sur ces sujets-là, ça n'a pas d'importance, c'est nous qui décidons. Et donc, il y a vraiment un problème de pouvoir légitime. Si c'est le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, les tribunaux administratifs qui décident de la politique migratoire et de la politique de sécurité, d'ailleurs, c'est pas la peine de voter. Alors, vous êtes juriste beaucoup plus, et ça ne se compare même pas, compétent que moi, mais c'est un problème, à mon avis, qui est tout à fait important pour l'avenir, sachant que le Conseil constitutionnel, le juge constitutionnel, est juge de la loi. Il n'est pas juge de l'action du président de la République. Oui. Que le Conseil d'État, en effet, est juge des actes réglementaires. Mais si un président de la République nouvellement élu donc, propose un référendum, est-ce qu'on ne peut pas considérer à ce moment-là que c'est un acte de gouvernement et le Conseil d'État, dès la Troisième République, avait reconnu que s'agissant d'un acte de gouvernement, il n'était pas compétent. Oui, mais alors les actes de gouvernement ont eu tendance à se rétrécir. C'est-à-dire qu'avant, il y avait une définition assez large de l'acte de gouvernement, et maintenant, c'est devenu une conception très restrictive. Je crois qu'il y a eu un cas récent encore où on a quand même évoqué un acte de gouvernement, mais c'était dans le cadre de relations diplomatiques. Mais oui, c'est la théorie de l'acte de gouvernement qu'il faut évidemment faire. Voilà. De toute façon, si vous voulez... contrairement à ce que les médias cherchent à faire raconter, le droit, ce n'est pas un droit absolu, c'est un rapport de force, et c'est un rapport de force idéologique. Parce que derrière l'état de droit, il y a une société qui nie l'identité. Le droit du peuple à garder son identité est évacué de l'état de droit. Et aujourd'hui, en matière d'immigration, on est passé d'un droit de l'immigration, où effectivement on jugeait, peut-être selon la théorie des actes de gouvernement, de l'intérêt du point de vue général d'avoir telle ou telle personne sur le territoire français ou de ne pas l'avoir, à un droit à l'immigration, où la seule question que les juges se posent, c'est est-ce que c'est bien pour cet individu de séjourner en France, et est-ce qu'on ne le prive pas d'un confort ou d'un bien-être si on ne lui accorde pas le droit au séjour en France. Donc on est passé d'un droit de l'immigration à un droit à l'immigration, et il faudrait venir à un droit à la remigration, un droit de la remigration. Oui, parce qu'on est passé en effet à un droit de l'individu sans limite au détriment du bien commun et du droit de la collectivité. Oui, absolument. C'est uniquement le point de vue individuel qui est pris en compte. Voilà. Alors, ça, c'est un projet futur, mais c'est essentiel parce que on ne fera rien si on ne change pas la Constitution, si on n'imite pas le pouvoir du juge. Absolument. Vous savez, alors moi je dis par rapport à ce que peut faire quelqu'un comme Retailleau aujourd'hui, il y a 3 types d'actions. Il y a l'action réglementaire. On peut faire des choses avec l'action réglementaire. On pourrait supprimer des subventions aux associations, par exemple. On pourrait ne pas délivrer autant de titres de séjour étudiants. On pourrait ne pas délivrer autant de titres de séjour de travail. On peut faire des choses par l'action réglementaire. Il y a une chose qui est totalement inutile, c'est l'action législative. Alors l'action législative, ça permet de bomber le torse, d'aller dans les médias, mais il ne peut rien en ressortir parce que qui contrôle le contenu des lois, c'est le Conseil constitutionnel. Et donc, compte tenu de toutes les jurisprudences antérieures du Conseil constitutionnel, rien ne peut sortir. D'ailleurs, on l'a vu l'an dernier, il y a une loi qui a été présentée par M. Darmanin, amendée par M. Retailleau, à l'époque président du Sénat, et votée par le Rassemblement national à l'Assemblée nationale. Il n'en reste rien. Ou plus exactement, il reste de la loi ce qui était favorable à l'immigration. Tout ce qui était un peu restrictif a été balayé par le Conseil constitutionnel. Et donc, il y a 3 types d'actions, encore une fois.
Le réglementaire, on peut faire des choses. Le législatif, on ne peut rien faire. Et le constitutionnel. Voilà. Ça, c'est le sujet central. Alors, nous sommes encore malheureusement loin d'une solution en la matière. Et dans les années 90, donc, vous poursuivez et étendez votre action politique, militante, et vous êtes élu au Conseil régional d'Île-de-France, sachant qu'auparavant, dans le cadre de vos fonctions de haut fonctionnaire, vous avez fait une mobilité au Conseil régional d'Île-de-France et vous y avez rencontré Alain Grillotret. Oui. Et ensuite, vous revenez comme élu et vous prenez la tête du groupe Front National au Conseil régional d'Île-de-France. Oui. Et vous faites 3 mandats. Voilà, oui, j'ai passé près de 25 ans de ma vie très confortablement dans le 7e arrondissement. Dans les années où j'étais collaborateur d'Alain Grillotret, qui animait d'ailleurs des émissions ici, à Radio Courtoisie, et dans les 18 ans que j'ai passé effectivement comme élu au Conseil régional, où nous avons livré beaucoup de batailles. J'ai un regret par rapport à toutes les batailles que j'ai livrées à l'époque, c'est que nous n'avions pas les moyens qu'il y a aujourd'hui, notamment les moyens Internet, les réseaux sociaux, les médias alternatifs, pour faire connaître ce qu'on faisait. À cette époque-là, il y avait, pour faire connaître ce qu'on faisait, il y avait le Quotidien Présent et Radio Courtoisie. Il n'y avait pas les immenses possibilités qu'on a aujourd'hui. Et donc, j'ai travaillé parfois, j'ai parfois eu l'impression de travailler uniquement pour le journal officiel, ou le compte-rendu administratif, alors qu'avec les moyens actuels, il y aurait davantage de possibilités. Je dois dire que je boue parfois un peu quand je vois les moyens actuels et le nombre d'élus actuels. Le résultat n'est peut-être pas toujours, je parle là du Rassemblement national, le résultat n'est peut-être pas toujours à la hauteur de ce qui serait possible avec les moyens actuels, à la fois en nombre d'hommes, en nombre de collaborateurs et en moyens de faire savoir ce qu'on fait. Alors, il y a un élément que vous racontez dans votre livre qui est intéressant par rapport à la conception que vous avez de la fonction, puisque c'est Kring qui est président du conseil régional et pour la présidence, il l'a emporté sur un collègue du RPR. Oui. Et comme compensation, ce collègue prend la présidence du groupe RPR au conseil régional, mais il faut aussi une compensation matérielle, si je comprends bien. La nature est faible. La nature est faible. Et donc, c'est la voiture avec chauffeur. Oui. Or, vous refusez cette, je dirais, possibilité, ce moyen, et il y a une purge à l'intérieur du Front National après la disparition de Jean-Pierre Stirbois, Oui. et vous dites, moi, finalement, comme chauffeur, je recrute quelqu'un qui, je crois, n'a même pas le permis de conduire. Et c'est Françoise Modestier qui... Voilà. Alors, si vous voulez, effectivement... c'est de l'anecdote, mais ça révèle d'abord, tout à fait... qui explique aussi comment les dépenses publiques augmentent. Exactement. Parce que, si vous voulez, vous avez un président de groupe qui veut une voiture avec un chauffeur. Donc, pour lui donner une voiture avec un chauffeur, il faut le donner aux autres. Bon. Alors, les autres, le président... un homme bien, d'ailleurs, Krieg, vraiment conservateur, monarchiste, enfin bon, très bien. Mais bon, il va voir les autres présidents de groupe et il dit, en gros, est-ce que tu es d'accord pour avoir une voiture et un chauffeur ? C'est plutôt tentant d'accepter. Et moi, je lui dis, oui, mais le chauffeur, je veux bien le poste, mais pas pour me conduire, quoi. Voilà, pas de problème. Bon. Alors, honnêtement, aujourd'hui, j'hésite encore à raconter l'anecdote parce qu'on pourrait dire, oui, mais vous aviez un poste de chauffeur et le chauffeur ne vous conduisait pas. C'est absolument scandaleux. Bon, effectivement, le chauffeur a été une collaboratrice qui a travaillé pendant... Vous avez économisé la voiture. Oui, j'ai pris la voiture. J'ai pris la voiture. Non, on va pas tromper l'histoire. Non, j'ai pris la voiture. Mais par contre, j'ai fait appel au chauffeur pour des services plus pertinents, on va dire. Et voilà. dans l'intérêt du groupe politique que vous présidiez. Bien sûr. Et donc,
À travers cet élément, nous revenons à la vie intérieure du Front National, qui ne se passe pas forcément toujours de manière très amène. Et il y a des rivalités intérieures, vous le Ce qui est décrivez, normal ce d'ailleurs. qui est normal. Ouais. Et donc Jean-Pierre Stirbois est un élément moteur dans son action politique. Malheureusement, il se tue prématurément dans un accident. Et à la suite de cela, il y a des évictions au sein des organes dirigeants du Front National. Et puis, il y a un autre homme qui émerge, c'est Bruno Maigret, avec lequel vous allez être Oui. très lié. Bah, oui, alors, si vous voulez, dans l'histoire du Front National, moi, dans le livre, je suis extrêmement, très positif avec Jean-Marie Le Pen, Tout à fait, oui. qui est un homme de grande lucidité. C'est lui qui a porté la question de l'immigration sur le devant de la scène, et de grand courage, parce qu'il n'a jamais plié. Bon. Mais il faut quand même savoir que Jean-Marie Le Pen a toujours éliminé ses seconds. Si Jean-Pierre Stirbois quand Jean-Pierre Stirbois est mort accidentellement, il était en voie d'être éliminé politiquement. Voilà. Bon. Et donc, 10 ans après, Maigret s'était un peu installé comme un second puissant, et il était probablement voué. Il était voué à la même destinée que ses prédécesseurs. Ça fait partie des conflits. Je crois qu'il y avait, en plus, il y a eu au moment de la crise de 1999, la division de la scission du Front National, il y a eu l'opposition de fait entre deux légitimités. La légitimité monarchique de Jean-Marie Le Pen et la légitimité démocratique, en quelque sorte, de l'appareil qui s'était constitué, qui avait un certain enracinement local, avec des maires, des élus municipaux et autres. Et il y a eu un peu un conflit entre les deux, et la crise, c'est une crise de légitimité qui aboutit, ce qui est tout à fait dommage, à une scission, encore que moi, je ne me considère pas scissionniste, puisque j'ai été exclu. Voilà, bon. Mais voilà, et qui a quand même affaibli durablement le mouvement. Alors, il y a la thèse, c'est ce qui a empêché le Front National d'arriver au pouvoir. Je ne le crois absolument pas. Le pouvoir n'était pas possible à l'époque. C'est même pas sûr qu'il soit possible aujourd'hui, mais il ne l'était pas à l'époque. Par contre, là où la scission a produit un affaiblissement, c'est dans l'affaiblissement de l'enracinement territorial. Et on ne va pas refaire l'histoire, mais s'il n'y avait pas eu cette division, il y aurait probablement aujourd'hui 25, 30, 40 bastions municipaux nationaux, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il y a quelques mairies, mais qui sont gérées de manière assez pépère, peut-être pas très, très militante. Je pense qu'il aurait pu y avoir des bastions locaux. Le basculement du pouvoir national, objectivement, quand on voit comment ça se passe aujourd'hui encore en France, et comment ça se passe dans les autres pays européens, le basculement du pouvoir national n'était sans doute pas possible à l'époque. Oui, tout à fait. Sachant que Jean-Marie Le Pen il fait 15% aux élections présidentielles en 95, Oui. mais il va arriver au deuxième tour de la présidentielle de 2002, même si le score C'est reste, un peu un accident. C'est un peu un accident, mais il y a un côté symbolique dans cette arrivée. Hein. Oui. Et par contre, Bruno Maigret, lui, quitte le Front National, mais vous dites dans votre livre que c'était justement un remarquable organisateur, une implantation locale et un stratège aussi. Un stratège, il avait une vision stratégique. Il a encore publié dans Polémia, il y a quelques jours, un papier de réflexion stratégique qui est un très bon papier. Bruno Maigret est encore un homme de réflexion, un stratège, un organisateur. Voilà. Mais quand il s'est trouvé face à Le Pen en 1999, il a perdu la bataille des européennes, pas de beaucoup d'ailleurs. Le Pen a fait 5,5, Maigret a fait 3,5.
Il est possible d'ailleurs, mais on ne refait pas l'histoire, que le résultat eût été différent avec des moyens médiatiques comme ceux qu'il y a aujourd'hui, à savoir les médias alternatifs, les réseaux sociaux, les chaînes en continu et les médias de transition. Il y a une offre médiatique qui est beaucoup plus considérable. Alors qu'en 2002, il n'y avait rien. Alors, pour revenir justement à un moment antérieur à 2002, et vous soulignez très bien qu'il aurait fallu une implantation locale beaucoup plus forte. En 1995, il y a des succès prometteurs au municipal. Oui. Vous rencontrez Jean-Marie Le Pen, et vous pouvez dire qu'il y a des possibilités, et il vous dit Dieu nous en préserve. Dieu nous en préserve. Alors c'est pas anodin. Non, c'est pas anodin. Si vous voulez, dans le livre, où encore une fois, je dresse un bilan globalement positif de Jean-Marie Le Pen, c'est peut-être ma réserve principale. J'ai été vraiment ébranlé. Quand j'y vais, moi, je suis content. Je dis, voilà, on va pouvoir avoir des mairies. Je lui cite quelques noms. Certaines sont tombées, d'autres ne sont pas tombées. Et effectivement, il lève les bras au ciel et il me dit, Dieu nous en préserve. Et ça m'attriste, ça m'ébranle profondément. Et le soir de l'élection, on apprend que Marignane est passé dans le camp national, qu'Orange est passé dans le camp national, que Toulon est passé dans le camp national. Et objectivement, Jean-Marie Le Pen n'est pas enthousiaste. Et malheureusement, il est plutôt rassuré que Vitrolles, à l'époque, où Maigret était candidat, ne tombe pas. Voilà. C'est ma part, dans l'ensemble du livre, c'est la part critique sur Jean-Marie Le Pen. Mais c'est quelque chose d'important par rapport au mouvement, c'est-à-dire que Jean-Marie Le Pen, l'implantation locale ne le passionne pas. Il n'y voit pas finalement un élément essentiel de la promotion du mouvement. Il le dit d'ailleurs lui-même, il dit « j'ai pas la fibre municipale ». Oui, c'est ça. Voilà. Pas la fibre municipale. Ceci étant, je pense qu'aujourd'hui, encore une fois, la droite nationale ou la droite identitaire manque de bastions municipaux. Parce que le bastion municipal, c'est ce qui permet de développer des politiques locales, c'est ce qui permet d'accueillir des réunions. C'est ce que fait le Parti communiste. C'est ce que fait le Parti communiste. Bien sûr. Alors, dans cette décennie qui va s'achever, vous poursuivez le combat intellectuel, il y a la revue Identité, oui. Et puis il y a la création d'un comité scientifique du Front National, présidé par Jules Monroe, et auquel appartiendra Pierre Millioz, que nous avons connu tous les deux. Donc ça veut dire que vous poursuivez l'activité intellectuelle, la réflexion intellectuelle, et puis quand vos mandats vont prendre fin, après cette scission, vous regagnez la fonction publique, mais pour autant, vous n'abandonnez pas le combat intellectuel. Alors dans la fonction publique, à l'inspection générale de l'administration, vous avez quelques difficultés en termes de promotion. Vous participez quand même à un certain nombre de missions importantes, notamment sur les radars et autres. Mais là aussi, vous êtes un homme formé à l'adversité. Et on parlait de l'alpinisme tout à l'heure. On vous refuse l'accession à l'inspection générale. Vous formulez, je résume brièvement. Oui, résumé, oui. Vous formulez un recours devant le Conseil d'État et le chef de l'inspection vous téléphone en disant « Bon, écoutez, vous pourrez être nommé, mais vous abandonnez le recours. » C'est le directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur. Le directeur de cabinet. Et en fait, vous ne renoncez pas au recours, vous lui dites, et vous allez être nommé inspecteur général de l'administration. Oui, alors ça, j'aime bien cette séquence parce que c'est très classique. Alors franchement, c'est très classique à la fois dans la vie politique et dans la vie administrative, où on vous dit, voilà, on va vous accorder telle place sur la liste ou telle promotion, et en échange, vous rendez un service. Voilà, c'est absolument tout à fait banal. En l'occurrence, j'estimais que je n'avais pas à retirer mon recours, puisque je considérais être dans mon droit,
et que je voulais aller jusqu'au bout, ce que j'ai fait, évidemment en courant un certain risque, voilà, mais je regrette pas du tout de l'avoir, je Et regrette vous pas avez du été tout nommé inspecteur j'ai été général. nommé alors j'incite beaucoup, moi je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des soucis, parfois dans leur vie professionnelle, aussi bien dans le privé que dans l'administration, et j'incite plutôt à résister parce que, je pense que quand on résiste, on est respecté et que quand on cède, on est piétiné. Et d'ailleurs, je cite pas dans les mémoires identitaires, mais j'ai cité dans le livre que j'ai fait sur la diabolisation, l'exemple du professeur Frayer, qui est le patron de l'Institut de cancérologie de Lyon, qui lui aussi a été persécuté pour des cours qu'il avait faits, qui étaient considérés comme politiquement incorrects, à qui on a proposé de s'excuser, de reculer, de céder, qui a maintenu sa position et qui a sauvé sa position. Et moi, je conseille souvent aux gens qui ont ce type de difficultés de résister et d'aller jusqu'au bout. C'est pas toujours ce qu'ils font. Voilà. Et vous avez poursuivi la résistance intellectuelle. C'est la création de Polémia. Oui. Et Polémia, tout le monde y a accès et c'est très riche en termes d'informations. Vous citiez le dernier article de Bruno Maigret. Mais vous ne faites pas que ça. Vous organisez les forums les journées de la réinformation, la journée de la réinformation qui se transformera en forum de la dissidence, avec des plateaux extrêmement riches. En témoigne la dernière édition, si Sur j'ose les dire. dépenses nuisibles. Exactement. Et puis, il y a les bobards aussi, qui sont un moment, et qui d'ailleurs, là aussi, vous êtes vous-même heurté à certaines résistances, puisque vous n'avez plus droit au théâtre du gymnase. Non. Mais la salle Athéna est très confortable. Oui, je mais vous c'est rassure. moins adapté. Mais bon, Oui, voilà. bon. C'est comme ça. Et puis, vous êtes aussi cofondateur de l'Institut Iliade. Et ça, c'est très important. Chaque année, il y a un colloque. Et là, véritablement, il y a une vision de défense de l'identité européenne. C'est vraiment un cercle de réflexion intellectuelle extrêmement poussé. L'Institut Iliade est un cercle de réflexion intellectuelle, c'est aussi un centre de formation. Puisque même Oui, je dirais oui. que la vocation principale de l'Iliade, c'est la transmission pour permettre aux jeunes Européens de se réapproprier la culture européenne, qu'ils n'ont plus acquis, qu'ils n'ont plus acquis parce que tout simplement l'éducation nationale ne leur donne plus. Et donc c'est une formation effectivement assez exigeante. Il y a une formation légère, il y a une formation sur un week-end, qui est relativement légère, et puis il y a la formation fondamentale sur 5 week-ends en abordant des grands sujets, l'histoire, la philosophie, la géopolitique, la critique des idées contemporaines. Et je crois que l'Institut Iliade, c'est absolument essentiel pour permettre à former une élite d'Européens enracinés et conscientisés. Alors, il y a un colloque chaque année, Oui. au mois d'avril, à la Maison de la Chimie, qui est toujours tout à fait remarquable. Oui, Je veux oui, dire. oui. Et j'y participe, enfin, j'y assiste chaque année. Alors, nous arrivons bientôt au terme de cette émission. On a fait un bilan. Malheureusement, nous n'avons pas pu aborder tous les points. Mais maintenant, quel est l'avenir ? Dites, il ne faut pas trop attendre de la droite de gouvernement. Il est un fait quand même que les résultats des élections, comme la sociologie de l'électorat, a été profondément modifiés. Quoi qu'on pense de la direction du Front National, maintenant, c'est incontestablement, électoralement, le premier parti de France, Oui. Ce qui inquiète d'ailleurs un certain nombre de gens, de juges, puisque Marine Le Pen était inéligible. Et puis vous avez cet article dans Le Monde de Rosan Vallon, qui est quand même tout à fait intéressant, puisqu'il conteste finalement la suprématie du suffrage universel. Oui, absolument, oui. Et c'est pour ça que je tenais à le mentionner, puisque la démocratie n'est qu'une légitimité arithmétique. Hein. Et le juge représente la communauté politique. Hein. C'est un raisonnement. Mais je crois que c'est intéressant de le souligner. C'est intéressant et c'est vraiment
un contresens ou un mensonge, puisque Oui. les catégories politiques ont été inventées chez les Grecs. Les Grecs, ils distinguaient 3 régimes: la démocratie, le pouvoir du peuple; la monarchie, le pouvoir d'un seul; et l'oligarchie, le pouvoir d'un petit nombre. Ce qu'on appelle l'état de droit, c'est précisément l'oligarchie. C'est le pouvoir d'un petit nombre qui s'oppose donc à la démocratie. Dire la démocratie, c'est l'état de droit, c'est le pouvoir des juges, c'est un mensonge absolu. Oui. Alors, non, mais je crois que c'est intéressant de le mentionner en cette fin d'émission, parce que ça veut dire toute la résistance qui est opposée finalement à la montée de mouvements entre guillemets populistes, résistance au niveau de la liberté d'expression et maintenant contestation du suffrage universel. Oui. Donc ça veut dire que le combat, il est difficile, oui, mais il peut être gagné. Oui. Alors, Jean-Yves Le Gallou, je vous prie de m'excuser, nous n'avons pas pu tout examiner. Je lis un message d'un auditeur. Bonsoir, monsieur Le Gallou. Je tiens à vous féliciter pour votre courage et votre persévérance dans les idées que vous défendez depuis de nombreuses années. Je pense que vous êtes un exemple pour les jeunes générations.